Plus loin, voici l'ancienne cave de la famille Mumm. Fidèlement restaurée, elle est l'un des derniers exemples du Reims de l'avant-guerre. Et si on regarde bien, tu as vu les éclats d'obus dans la brique qu'on a conservée, alors qu'on a restauré la pierre taillée. La fresque en mosaïque est un livre ouvert sur le travail du champagne. Mise en puissance. Arrête à plancher. Hop, les roues sont freinées. Vitesse de montée 80. Alors cap 270 un petit moment. Christophe Larocque et Gilles Fronteau sont géologues. Ce matin, les deux universitaires entament un tour au-dessus de la Champagne. Alors sur le relief, un petit peu plus de turbulence, hein, ça bouge un peu. Ils vont survoler les trois départements qui composent la Champagne. La Haute-Marne, l'Aube et la Marne. Ils débutent leur périple à quelques kilomètres de Reims. L'avion s'approche d'abord du site le plus emblématique de la région. Au fond, là-bas, on voit la montagne de Reims. Et là, on voit les premiers vignobles. Les vignes de la montagne de Reims, vues du ciel, révèlent un gigantesque empilement de strates sédimentaires avec de la craie, du sable, des argiles et du calcaire. On a vraiment un paysage qui est assez simple à comprendre. Un plateau composé de terrains du tertiaire avec de la forêt. Une pente ici aussi avec des terrains du tertiaire et la craie sur laquelle il y a le vignoble, parce que pour le vignoble, il faut de la pente. Et en contrebas, on a la plaine de Champagne crayeuse sur laquelle est installée de l'agriculture intensive. Donc là, dans cette partie-là, on a vraiment quelque chose qui est relativement facile à comprendre. On prend le cap 0,65. En se dirigeant vers l'est, changement de paysage. Apparaissent les grandes plaines de la Champagne crayeuse. La craie ici est une roche très blanche hein, et elle affleure au niveau des champs aussi. On le voit sur de nombreux champs qui apparaissent très très blancs, qui montrent bien que dans cette zone, il n'y a pas de sol qui s'est développé, il n'y a pas ou peu de terre. La craie, c'est une roche très intéressante par sa porosité. Elle est capable d'accumuler beaucoup d'eau, ce qui fait que pour l'agriculture, évidemment, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais ouais, avant, toute cette zone, elle était essentiellement couverte par des endroits de forêt et puis des endroits de steppe. Et puis ça a été défriché pour installer les champs au moment de l'installation de l'agriculture intensive, quoi. Winnie de Fox Charlie 2 points en sortie de circuit de pied. Je quitte la fréquence, à tout à l'heure. Grâce à ce vol, les deux scientifiques affinent leur connaissance du terrain. En avion, au moins, on peut repérer comme ça des choses qui nous prendraient beaucoup de temps au sol, ou alors on peut au moins faire
D'après les cartes, on peut les retrouver. Mais là, au moins, je vois là, les carrières, j'en repère quelques-unes. Et ça, c'est aussi l'intérêt d'avoir cette vue en prenant un peu d'altitude. Puis moi, ça me change effectivement beaucoup de mon travail au microscope. Là, on peut peut-être tourner légèrement sur la droite. On voit la craie, là. On voit par exemple le long du petit coteau. On voit effectivement quelques affleurements de craie. Ils prennent la direction de l'est. Les deux géologues survolent au passage le village de l'Épine, avec en son cœur la basilique Notre-Dame. Une cathédrale des champs au milieu de la plaine champenoise. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique est surmonté de 2 flèches en pierre ajourée. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, l'édifice date du XVe siècle. Christophe et Gilles abordent maintenant un nouveau territoire. On est à la limite de la Champagne crayeuse et on va commencer à arriver sur la Champagne humide. Et on va voir qu'effectivement le paysage va changer. On va avoir beaucoup plus de bois avec des fois de la végétation de zone humide. Et on voit bien qu'on est sur une couche argileuse parce qu'il y a des petites mares partout là. Les deux géologues laissent les vastes plaines du département de la Marne pour rejoindre les forêts et les lacs de la Haute-Marne. À 10 km à l'ouest de Saint-Dizier, l'avion s'approche de la plus grande étendue d'eau de la région, le lac du Der, avec ses 80 km de berges. Une véritable mer intérieure. Le Der, c'est un lac très important en surface et en périmètre. C'est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Il y a 8 ou 9 digues qui ont été mises en place pour confiner l'eau. Comme on est en Champagne humide, on n'a pas besoin de colmater le fond du lac. Le fond du lac est constitué par une couche d'argile qu'on appelle les argiles d'Hugo, qui sont d'âge crétacé. Et ça assure évidemment une imperméabilité au niveau du sous-sol. Cette immense retenue d'eau a été imaginée dans les années 60 pour réguler le cours de la Marne. Alors le Der, c'est une réussite, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque les grandes inondations de la vallée de la Marne, que ce soit sur Paris ou dans les villes en amont, ont été évitées. On n'a jamais retrouvé les catastrophes qu'on connaissait antérieurement. Malheureusement, pour les habitants, il y a 3 villages qui ont été noyés pour mettre en place cet aménagement. En 1964, le petit village de Champaubert est englouti sous une dizaine de mètres d'eau. Seul témoignage de ce site réputé, durant des siècles pour ses tuileries, son église. En direction du sud de la région, les deux scientifiques remontent le cours de la Marne. Cette rivière, la plus longue de France, avec ses 514 km, est le cordon ombilical de la Champagne. Avec la Seine, l'Aube et l'Aisne, ces grands cours d'eau ont contribué à l'expansion de la région depuis le Moyen Âge. Ces rivières, elles ont effectivement permis de transporter beaucoup de marchandises et ça a fait que la Champagne, au final, c'est une zone intermédiaire entre les Flandres
l'Île-de-France et le sud de la France. Et ça a fait la richesse de la région de la Champagne, avec entre autres les foires qui avaient lieu dans toute la Champagne historique et qui étaient des zones d'échange entre le nord de l'Europe et l'Europe méditerranéenne. Franchissant la vallée de la Suisse, à Chaumont, un viaduc a été édifié. C'est l'un des plus grands de France. Ah, ce viaduc, il est quand même impressionnant dans le paysage. 3 étages. C'est vraiment un ouvrage extraordinaire. Ce gigantesque pont ferroviaire fut construit en 1857 sur la ligne qui reliait à l'époque Paris à Mulhouse. Véritable exploit, il fut bâti en seulement 15 mois par 2500 ouvriers, travaillant jour et nuit. À la sortie de Chaumont, nouveau changement de paysage. C'est une succession de côtes et de plateaux calcaires qui sont à la limite de la Champagne et de la Lorraine et de la Bourgogne. Et cette zone, ça forme une région qui est relativement différente de la Champagne humide ou de la Champagne crayeuse. Et là, on est donc dans le sud de la région Champagne-Ardenne. Et quand on est à Langres, on est encore en Champagne-Ardenne, mais on est déjà un petit peu en Bourgogne. Apparaît le plateau de Langres, tout près des sources de la Marne. La ville est perchée au sommet d'un éperon rocheux, à 500 mètres d'altitude. Elle est cernée par 8 km de remparts. C'est la plus grande enceinte fortifiée d'Europe, édifiée sur une période allant du IIIe au XIXe siècle. Et au milieu des rues sinueuses s'élève une cathédrale qui domine la cité. Là, on voit bien la cathédrale, Saint-Mamès, avec son toit qui a été refait il y a quelques années, un toit bourguignon, qui montre bien l'influence déjà de la Bourgogne sur le secteur. Alors, c'est des toits en briques vernissées, comme on peut trouver à Dijon, par exemple. Aux portes de la Bourgogne, Christophe et Gilles terminent leur survol de la Champagne dans la lumière du soir. Nous quittons le plateau de Langres pour rejoindre la montagne de Reims, au nord de la Marne. Nous sommes dans le cœur historique du vignoble de Champagne. Sur ce terroir, depuis le XVIIe siècle, se fabrique un vin blanc effervescent d'exception qui a fait la renommée de la région dans le monde entier. Sur les hauteurs du village de Cuil apparaissent les vignes des Moussets, une famille de vignerons depuis 1650. Ce matin, un cheval de trait travaille au désherbage des rangs. Non, on s'est pas trompé parce que même les chardons, là, ils sautent, là, ils sont coupés pile poil en dessous de la racine. Cette méthode traditionnelle réapparaît dans le vignoble depuis quelques années. Une technique douce qui permet d'éviter l'utilisation des produits chimiques. Quand on a un cheval dans les vignes,
Enfin, il y a quelque chose, quoi, on ressent quelque chose. Mais effectivement, soit on utilise un cheval, soit on vient désherber. Mais bon, à la maison, on a décidé de complètement arrêter le chimique. Du coup, le cheval, c'est une solution assez extraordinaire. Marchez. Nous sommes au printemps, la nature redémarre, tout pousse très vite et les herbes sauvages sont rapidement envahissantes. Eh ben, en fait, ça, c'est une germination qu'on a eue il y a 10 jours à cause d'une pluie, puis un petit coup de chaleur derrière. Et c'est une germination qui, dans 15 jours, 3 semaines, aurait fait 20-25 cm et aurait complètement étouffé la vigne. Ah ouais. Donc c'est quelque chose qu'on enlève avant qu'elle devienne gênante. Oui. Grâce à l'utilisation du cheval dans les vignes à la place du tracteur, le sol est plus meuble et ravine moins. On va complètement refaire vivre les sols. Les micro-organismes vont se développer. Et on va avoir de la matière organique qui va se transformer en humus un petit peu plus rapidement. Donc je dirais que c'est vraiment quelque chose qui va impacter les vins, qualitativement bien sûr. Ça a une vraie utilité. Enfin, je ne reviendrai jamais en arrière. Trois mois plus tard, c'est la fin de l'été. Les vignes commencent à rougir. Les raisins ont mûri. C'est un moment important pour Cédric. Il doit déterminer la date de la vendange. On attend ce moment-là avec impatience. C'est un petit peu l'aboutissement d'une année de travail. Depuis plus d'une heure, Joseph, le maître de chai, arpente les vignes et prélève les plus belles grappes. Alors Joseph, c'est beau? Oh, c'est super. C'est bien réparti et tu vas pas être déçu. Ça a l'air fort mûr. C'est vraiment très beau. Tu vois, l'échantillon est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment la base d'un grand champagne. Ouais. La clé, elle est ici. C'est ici qu'on détermine la qualité. Après, il est trop tard. Curieusement, le raisin là est noir et vous faites du vin blanc. Effectivement, il est noir. Deux tiers des raisins en fait en Champagne sont noirs et on fait un vin blanc. Mais le jus qui est à l'intérieur, en fait, il est blanc. Là, on peut voir la goutte par transparence, qui est vraiment complètement blanche. Pour déterminer la maturité des raisins, les deux viticulteurs utilisent un pressoir à main. On met encore deux. Allez, c'est bon. En Champagne, tous les producteurs ne déclenchent pas la vendange le même jour. Tout dépend de l'ensoleillement des parcelles. Là, aujourd'hui, on est sûr que les raisins sont en maturité de façon visuelle et de façon aromatique. Et là, on va déterminer si la quantité de sucre qui va finalement nous donner de l'alcool plus tard est là au départ. L'avantage, là, c'est qu'on a un jus qui est vraiment limpide, exactement dans les conditions réelles du pressurage. Les deux hommes tirent le premier jus de l'année. Parfait. Pour définir le taux exact de sucre, ils utilisent un aéromètre. Voilà. On lit qu'on est à 1066. Ça correspond à 9 degrés d'alcool potentiel futur après fermentation alcoolique. Un chimiste devient... Oui, le vigneron doit être un petit peu scientifique aussi par moment parce que, effectivement, je crois que dans beaucoup de métiers c'est comme ça, on a toujours besoin d'un peu de science pour essayer d'optimiser. Si on avait goûté ce jus de raisin il y a 15 jours, on n'aurait pas senti cette palette aromatique comme on la ressent aujourd'hui. C'est simplement ça la différence. Là, Joseph, on a l'impression d'être le nez au-dessus du pressoir. Ah oui, tout à fait. C'est fabuleux. Vivement qu'on y soit. Il est temps de vendanger. La récolte va commencer dans quelques jours. Depuis juillet 2015, les coteaux, les maisons et les caves de Champagne sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En attendant le début des vendanges, un hélicoptère survole le périmètre classé. À son bord, les membres de l'association Paysages du Champagne qui ont contribué au classement de 3 sites. Le propos, c'est pas de montrer un panorama de vignobles beaux, évidemment, tous les vignobles sont beaux, supplémentaires. Le propos, c'est d'apporter quelque chose de nouveau sous le nom Champagne, qui est un nom magique. Eh bien, il y a des vignes, il y a de la terre, il y a de la craie, il y a du travail, il y a de la sueur, il y a de l'organisation professionnelle, il y a de l'histoire. Et c'est tout ça que l'on a voulu mettre en avant par cette candidature au patrimoine mondial. Au pied de la montagne de Reims, l'hélicoptère survole les premiers vignobles historiques. D'abord, le long de la Marne, apparaît celui de Cumières. On voit bien l'organisation du paysage en 3 strates. Le bâti resserré auprès de l'eau, le magnifique entonnoir de vigne derrière, et puis au-dessus, les arbres qui jouent le rôle de réservoir hydrique et qui retiennent l'eau. Après Cumières, l'hélicoptère remonte le vignoble en direction du berceau du Champagne. Auvillers. Depuis le XVIIe siècle, le village doit sa notoriété à un moine, Dom Pérignon. Bénédictin à l'abbaye Saint-Pierre, ce religieux a été le premier à poser les bases de l'élaboration du champagne. Dom Pérignon, parce qu'il avait des raisins qui lui venaient de l'ensemble de ses métayers, s'est très rapidement rendu compte que le tout, une fois assemblé, était meilleur que chacune des parties du tout. Et le secret du champagne, il est dans l'assemblage. Tu peux tourner un peu plus large, un tout petit peu plus large. Ok. Il longe maintenant les coteaux de la montagne de Reims. Pour atteindre Haï. Ici, on cultive la vigne depuis l'époque gallo-romaine. C'est une petite ville de rivière qui est installée le long du canal. Et on est juste devant la côte aux enfants. C'est un endroit emblématique de la Champagne. C'est l'une des côtes les plus raides de la Champagne. Et on l'appelle comme ça parce que la terre descendait à chaque orage et donc il fallait remonter la terre dans des petits paniers. Et c'était les gamins qui traditionnellement faisaient ça pour gagner 3 francs 6 sous. D'où le nom, la côte aux enfants. Ils terminent leur vol par le 3e secteur, désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le cœur de la cité d'Épernay. Là, si on peut être stationnaire au-dessus de l'avenue de Champagne, enfin, ou un tout petit peu. Voilà, oui, très bien. L'avenue de Champagne, c'est cette longue artère qui coupe la ville en deux sur plus d'1 kilomètre. Elle est aujourd'hui labellisée. Elle raconte la puissance commerciale de la cité. Une vingtaine des plus grandes maisons de négoce y est installée. L'avenue de Champagne, c'est le joyau qui permet de mettre en valeur les maisons qui ont pignon sur rue. C'est une architecture démonstrative, montrer la puissance, la force des maisons. N'oublions pas que chacun a l'ambition, notamment au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle,
d'envoyer son champagne partout à travers le monde. Derrière les entrepôts, il y a les maisons des patrons qui habitaient à cet endroit. Et donc, c'est un ensemble absolument unique. Il fallait impressionner le visiteur. Quand on se lance dans une affaire comme ça, bon, il y a des hauts et des bas, évidemment. Il faut du temps pour faire émerger la valeur universelle exceptionnelle du bien dont on propose le classement. Il faut trouver le fil qui permette de démontrer scientifiquement la valeur universelle exceptionnelle du bien. Après 7 ans de persévérance, le combat de l'association a payé. Il est 7 h du matin dans les vignes de Cédric Mousset. C'est aujourd'hui que débutent les vendanges sur son domaine. Le plus important, c'est qu'il y a des grappes magnifiques. Cette année, ils sont 26 cueilleurs à avoir répondu à l'appel. Une main-d'œuvre indispensable. En Champagne, les raisins sont obligatoirement récoltés à la main, à l'aide d'un sécateur, l'outil du vendangeur. Alors faites attention à vos sécateurs, on vous les donne aujourd'hui, vous les gardez précieusement pendant toutes les vendanges. Parce que le pressoir, c'est un pressoir avec une espèce de gros ballon à l'intérieur. Et si par mégarde le sécateur est égaré qui finit dans le pressoir, on pourrait percer la membrane et perdre 4000 kg de raisin. Donc vraiment, je serais intransigeant sur ce genre de choses. C'est parti pour 15 jours de vendange. Vous êtes tendu là un peu, non? Il y a toujours une petite tension avant le départ des vendanges et là c'est vraiment le jour J, donc peut-être un petit peu. C'est le point de départ d'un marathon qui va durer une bonne quinzaine de jours avec des journées non-stop qui commencent à 6 h le matin pour terminer entre 21 h et minuit. Les raisins vraiment pas mûrs, vous posez pas de questions, vous les mettez pas. Ce matin, les équipes s'attaquent au Pinot Meunier, l'un des 3 cépages utilisés pour la fabrication du champagne. Je reste persuadé en fait que la qualité du vin, elle se fait aujourd'hui, au moment de la cueillette. Ah, il est bon, hein, je veux te dire. Ah, il est mûr, hein. Ah, il est très bon. Munis de leur sécateur, les coupeurs doivent impérativement sélectionner les plus belles grappes, sans aucune moisissure, et enfin les cueillir entières. En 20 jours, il faut cueillir 34 000 hectares de vignes. Et je crois que cette année, la Champagne doit embaucher 150 000 personnes pour les vendanges. Depuis 2 ans, Sarah participe à la récolte. C'est bien beau de siroter une coupe de champagne, mais quand on voit tout le travail qu'il faut faire pour arriver à déguster une coupe, c'est toujours intéressant d'apprendre comme processus de la vendange à la pose de l'étiquette. Frédéric, lui, prend des vacances pour travailler chez Cédric. C'est ma 6e vendange. Ici, toujours? Oui, toujours, ouais. C'est physique, mais ça nous change, la routine. Ça me plaît. Côté convivial, partage, ouais, voilà, c'est ça. Durant toute la journée, les saisonniers progressent dans les différentes parcelles. Le soir, chaque cueilleur a récolté environ 500 kg de raisins. C'est du caviar qu'il y a dans les caisses, c'est juste fabuleux. C'est que des petites billes bien mûres, il n'y a pas un raisin vert, on ne retrouve pas une feuille, on ne retrouve pas un raisin pourri. Voilà. Je suis très satisfait. La récolte est immédiatement transportée quelques centaines de mètres plus bas, dans le chai du domaine, au pied des vignes. Il faut faire vite,
le raisin doit être pressuré le soir même. Ça y est, Joseph, t'as le coup? Ça, c'est bon, ça. C'est un régal. C'est l'opération la plus délicate, une spécificité champenoise. On se donne moins de 12 minutes pour 4000 kilos. Une étape clé de la production, il faut récupérer un jus le plus naturel possible avant qu'il se colore et s'oxyde au contact de l'air. C'est un travail intense et physique. Parce qu'à partir de ce moment, on est en train de triturer le raisin. Il y a un autopressurage. Il s'écrase par son propre poids. Donc on a du jus qui s'écoule et donc on a aussi une oxydation qui commence à arriver. Donc il faut aller vite. Donc il faut aller très vite. Ok Cédric, le pressoir est fermé, tu peux l'envoyer. C'est parti. Ça veut dire quoi, c'est parti? Ça veut dire que c'est l'heure de vérité ou pas? C'est l'heure de vérité, ouais. Apparaît le premier nectar de l'année. Il va falloir maintenant laisser passer l'hiver pour que ce simple vin blanc devienne enfin du champagne. Sept mois plus tard, en avril, Joseph et Cédric préparent l'instant décisif dans l'élaboration du champagne, la prise de mousse. Le vin blanc va devenir effervescent. Le secret de cette transformation se trouve dans cette cuve. Quelques dizaines de litres d'un savant mélange de vin, de sucre et de levure. Ce mélange, appelé liqueur de tirage, va être ajouté à toute la production de l'année. Les levures vont manger le sucre et elles vont produire du dioxyde de carbone. Et en fait, les bulles vont apparaître et c'est là qu'on va avoir cette fameuse prise de mousse. Sans ça, il n'y a pas de champagne. C'est quand même beaucoup de tension puisqu'on est au gramme près. C'est quoi le risque? Le risque, c'est que si on se trompe dans nos calculs, qu'on a mis trop de sucre, on peut faire péter les bouteilles tout simplement. Elles explosent. Elles exploseraient, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une bouteille de champagne, on a 3 fois la pression d'un pneu. On a 6 bars de pression. Cédric va ajouter quelques dizaines de centilitres de liqueur de tirage à chacune de ses cuves. Alors là, c'est parti pour 3 mois de prise de mousse. Et puis après, en ce qui concerne cette cuvée-là, on va laisser reposer le champagne pendant 5 ans. Là, on va laisser la nature travailler. Immédiatement, le futur champagne est embouteillé. Avant de recevoir le fameux bouchon de liège, les bouteilles sont fermées par des capsules pour que le gaz ne puisse pas s'échapper. La production sera ensuite entreposée en cave entre 15 et 48 mois. Non loin des vignes de Cédric, se dévoile le village de Fleury-la-Rivière. Un site célèbre dans le petit monde des paléontologues. Il raconte l'époque où une partie de la Champagne était une mer de quelques dizaines de mètres de profondeur. C'était à l'ère du Lutétien, il y a 40 millions d'années. Patrice Legrand-Latour se passionne pour les trésors que dévoile cette terre crayeuse. Tous les jours, il découvre dans ses vignes des coquillages fossilisés, parfaitement bien conservés. Ça, c'est un fossile. Hein, c'est un coquillage qui faisait... Les plus beaux font une soixantaine de centimètres, entre 40 et 60 centimètres en général. Et alors là, c'est un fossile très spectaculaire. Bon, on avait des escargots géants, là, ici, dans ce secteur. Vigneron et géologue amateur, Patrice est devenu, au fil des années, un véritable spécialiste des fossiles. On a la Ceplavillite parisiensis, la Cepacea cepaea. Ils ont tous des noms un petit peu compliqués. On a un Cycostoma bulbus, c'est des coquillages qui faisaient partie de la mer du bassin parisien, il y a 45 millions d'années.
Alors, ce qui fait rêver, c'était une mer chaude, une mer de climat tropical, quoi. Ça foisonnait de vie, quoi. C'est vraiment incroyable. Partout sous ces terres, Patrice a creusé plus de 300 mètres de galeries pour mettre au jour les plus beaux spécimens de fossiles. Ici, la roche est à la fois tendre et suffisamment dure pour ne pas être étayée. Ce travail de fourmi, il le fait avec son fils. Ensemble, ils agrandissent cet espace souterrain d'environ 30 cm par jour. Thibaut vient de découvrir un gros fossile. Alors ça, c'est le Campanile giganteum. C'est un des plus grands gastéropodes qui a existé sur Terre, quoi. Ce matin, j'en ai sorti un... Un autre bloc? Un autre bloc, ouais, donc il y en a 2 dessus. Ces gastéropodes géants pouvaient atteindre 80 cm. Ils rampaient sur le fond de la mer et se nourrissaient de petits animaux marins et de végétaux. Vous aimez vivre dans les caves, vous? Ouais. Je dis toujours, si un jour il faut m'enfermer dans mes caves. Ah bon? Voilà. Ouais. Là, creuser, c'est... À creuser, c'est surtout le plaisir de la découverte. Pour moi, la découverte, ça, c'est assez exceptionnel. Ses plus belles découvertes, il les a faites ici, dans cette salle, creusée à 28 mètres de profondeur. Patrice a mis au jour les traces d'une plage qui s'étendait ici, il y a 40 millions d'années. Régulièrement, les 2 hommes fouillent le sol avec les bénévoles de l'association La Cave aux Coquillages. Aujourd'hui, Jocelyne est venue prêter main forte. Celui-ci, il est en très bon état. Donc ça me plaît. Très agréable. Le but du jeu, c'est pas de reconstituer la plage, c'est de la montrer telle qu'elle est, quoi. Donc là, vous voyez, on détaille les coquillages, aussi bien les gros que les petits. Et là, on voit le dépôt tel qu'il était à l'origine. Et alors, ce qui interpelle, c'est vraiment la richesse de cette couche, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, de dégager le campanile, est-ce qu'il sera en bon état. À chaque fois, je me dis, il y avait la mer ici, donc il y a 45 millions d'années. C'est quelque chose d'époustouflant. Patrice espère bientôt ouvrir ce chantier au public. À quelques kilomètres des vignobles, apparaît Reims, la cité des sacres. Pendant plus de 10 siècles, 35 rois de France y furent couronnés dans la cathédrale Notre-Dame. Et pourtant, ce chef-d'œuvre de l'art gothique, bombardé durant la Première Guerre mondiale, a bien failli disparaître. 19 ans de travaux furent nécessaires pour qu'il retrouve sa splendeur. En juillet 1938, sa renaissance est un événement national. À Reims, au son des cloches, silencieuses depuis 24 ans, se déroulent les grandioses cérémonies célébrant la reconstruction de la cathédrale. Le cardinal légat, Monseigneur Suard, précédé d'un immense cortège de prêtres, de 7 cardinaux en capa magna, de 40 archevêques et évêques en camail violet, arrive à la cathédrale où sera célébrée la messe pontificale. Le président de la République, accompagné de messieurs Marchandeau et Janzet, pénètre à son tour dans la cathédrale où il est reçu par le doyen du chapitre. Il n'a pas fallu moins de 19 ans pour reconstruire l'admirable et émouvant poème de Pierre que Charles VII, lorsqu'il y fut sacré par Jeanne d'Arc, appelait la plus noble église du royaume. Tout commence le 19 septembre 1914, 15 h. Un premier obus allemand tombe sur la tour nord de la cathédrale. 2 heures plus tard, 2 autres obus s'abattent, cette fois sur la toiture. Après avoir brûlé toute la nuit, le monument n'est plus qu'une carcasse de pierre. Et le martyre de la cathédrale va durer 4 ans. Elle est impitoyablement bombardée.
Durant 1100 jours consécutifs, plus de 300 obus dévastent le monument. À la fin de la guerre, seuls les murs ont tenu bon, mais la charpente a totalement disparu. Ému par l'état du bâtiment, le milliardaire américain Rockefeller finance en grande partie sa restauration. Elle est dirigée par un architecte rémois, Henri Deneux. Il conçoit une nouvelle charpente avec un matériau révolutionnaire à l'époque, le béton. Ce chantier hors norme de 5000 mètres carrés a été exécuté en un temps record, à peine 2 ans. C'est la première fois que le béton est utilisé pour la restauration d'un monument historique. Ça n'allait pas de soi d'utiliser le béton pour restaurer un monument historique. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'alliance entre la modernité et la tradition. Modernité en raison de l'utilisation du béton armé, matériau moderne, et en même temps tradition, puisque ici Deneux réutilise des modes d'assemblage traditionnels qui lui permettent donc de retrouver une charpente tout à fait modulaire, facile à monter et facile à entretenir. Donc tout ça en fait c'est du béton coulé d'ailleurs sur place au niveau du chantier et ensuite monté ici pour être assemblé. Pour l'édification de la charpente, les équipes se sont inspirées du savoir-faire des bâtisseurs de cathédrales. Ils ont même repris les méthodes de numérotation des charpentiers du Moyen-Âge. Ici, on voit les numéros qui étaient apposés sur les pièces pour pouvoir faciliter sur place le montage en fonction des plans qui avaient été établis par l'architecte. On est vraiment dans ce mécano en fait, de béton armé qui permet donc justement un montage facile et cet entretien également facile. Si la cathédrale est détruite pendant la Première Guerre mondiale, la ville est également un immense champ de ruines. Près d'une maison sur 2 a été démolie. Sur les 120 000 Rémois de 1914, seuls 25 000 peuvent se réinstaller à la fin du conflit. Alors la France entière se mobilise pour la renaissance de la cité. Reims fait appel aux dons et à l'emprunt. À partir de 1920, la ville est un immense chantier. Une armée d'ouvriers consolide et reconstruisent 5500 bâtisses à grand renfort de béton et de ciment. Reims va changer de visage, comme en témoigne encore aujourd'hui cet édifice révolutionnaire pour l'époque, la halle du Boulingrin. Avec sa ligne dépouillée et sa coque de béton armé de seulement 7 cm d'épaisseur. Classé monument historique en 1990, le bâtiment a été récemment restauré. L'objectif principal, c'est d'avoir un grand bâtiment couvert avec le moins de poteaux possible. Donc on a un grand espace libre grâce à cette voûte qui permet de couvrir une très grande superficie sans poteaux. On voit également aussi l'importance donnée à la lumière naturelle grâce aux grandes baies avec ces carreaux jaunes qui dispensent une lumière très, très particulière. On est loin d'une cathédrale gothique, mais vous savez, on était après la guerre dans une volonté de tourner la page, de moderniser la ville. Donc on était sur une nécessité d'avoir de nouveaux éléments et une nouvelle approche architecturale également. D'ailleurs, toute la ville a été conçue et reconstruite comme ça. Dans le centre-ville, des maisons témoignent d'une architecture art déco. Et ici, finalement, on voit qu'on a une architecture de la reconstruction qui est assez étonnante, architecture quasi balnéaire, qui reprend du vocabulaire propre à l'architecture dite art déco, en tout cas typique de la reconstruction, le recours aux mosaïques, le détail aux ferronneries, qui sont toutes travaillées de manière très élégante. Il y a plus d'une centaine de façades intéressantes et elles ne sont pas protégées en fait, au titre des monuments historiques. Et on est en train de mettre en place un outil avec la ville et l'architecte des bâtiments de France qu'on appelle un secteur sauvegardé qui permettra justement de gérer non seulement les façades et également les intérieurs intéressants qui sont conservés.
Au 5 de la place Drouet d'Erlon, cette boulangerie est le plus parfait témoignage de cette époque. De quelle année? 1930. Dans la boutique, la décoration n'a pas bougé depuis sa conception en 1930. Tout est d'époque. C'est vraiment un décor remarquable où on voit représenter donc, dans des décors de marqueterie les différentes heures de la journée, c'est ça? Voilà, tout à fait. Les plus belles pièces, les luminaires et les verrières, ont été spécialement réalisées par un maître artisan de Reims. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un décor qui est dans son jus initial, Là, c'est rien, sur lequel on n'a rien rajouté ou quasiment rien enlevé. C'est ça qui est relativement rare, en fait. Plus de 400 architectes ont œuvré à la Renaissance de Reims. Donnant au cœur de la ville un style éclectique entre art déco, néoclassique et modernisme. Il faut lever la tête, voir les détails. Il faut se laisser surprendre. Margaret, elle aussi, travaille à la mise en valeur du patrimoine de la ville. Elle participe à un inventaire photographique. Cette maison, au 41 de l'avenue Jean-Baptiste Langlais, est un parfait exemple de l'art déco, avec son décor floral. Peut-être aussi les détails floraux, le décor de cordage. La reconstruction témoigne qu'on veut se distinguer. Chaque propriétaire cherche à marquer sa façade avec une œuvre des artisans, puisque cette reconstruction se fait avec les artisans. Au 45, une autre maison avec une pergola à l'allure antique. Les chapiteaux ioniques sont présents partout à Reims. Et finalement, on peut bien lire que l'art déco s'influence fortement de l'Antiquité. On pourrait dire que c'est un classicisme simplifié. Plus loin, voici l'ancienne cave de la famille Moum. Fidèlement restaurée, elle est l'un des derniers exemples du Reims de l'avant-guerre. Et si on regarde bien, tu as vu les éclats d'obus dans la brique qu'on a conservée, alors qu'on a restauré la pierre taillée. La fresque en mosaïque est un livre ouvert sur le travail du champagne. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir l'emballage avec la paille. C'est comme si on voulait dire le champagne, c'est un produit qu'on peut exporter. Margaret pousse maintenant la porte de la présidence de l'Université de Reims. Des bureaux aménagés dans un décor remarquable, la Villa Douce, du nom du notaire qui se fit bâtir cette maison en 1928 par Paul Gosset, un architecte novateur. On sent nettement que l'art déco, c'est vraiment dépouillé. On est un peu dans le style de Mallet Stevens ici. On peut comparer cela avec le style qu'on trouve dans les paquebots de luxe. Dernier grand hôtel particulier construit à Reims, cette demeure rentre dans la lignée des villas qui fleurissent en France après l'exposition des arts décoratifs de 1925. Ce qui est impressionnant, c'est cette verrière dans un verre dépoli qui laisse filtrer la lumière, mais jamais directement. On n'est pas aveuglé par cette lumière. Et pourtant, la pièce est parfaitement éclairée. Au cœur de Reims, la cité du Chemin Vert raconte la ville ouvrière, elle aussi rebâtie après la Première Guerre mondiale. 600 logements au confort moderne entourent un monument en béton armé. Surmonté d'une tour-lanterne, l'église Saint-Nicaise.
Édifiée en 1923 et bâtie en un an à peine, elle est conçue selon un plan byzantin en forme de croix grecque. Pour son décor, l'architecte fit appel aux plus grands artistes de l'entre-deux-guerres. Les vitraux furent réalisés par le maître verrier champenois René Lalique, ainsi que la vingtaine de lustres et la colombe placée au-dessus de l'autel. La Sainte Famille est surplombée par un orgue. Ça y est. D'accord. Pierre-Adrien? Oui? Troisième do, voix humaine sur Prestan grand orgue. Oui. Un instrument original et rare, lui aussi conçu dans un style art déco. Et s'il fonctionne toujours, c'est grâce au travail de Laurent Play. Facteur d'orgue, il est chargé de l'entretien des 3000 tuyaux de l'instrument. Ça fait effectivement partie des avantages de ce métier, c'est de travailler dans des beaux cadres. Ici, c'est un cadre particulier, c'est quand même le début du XXe siècle. Toutes ces fresques, toutes ces verrières, moi je trouve ça, c'est une ambiance qui est tout à fait étonnante. Laurent est attendu l'après-midi dans une autre église de la région. Depuis 38 ans qu'il est installé en Champagne-Ardenne, il entretient les orgues d'une centaine de monuments. Je suis attaché au patrimoine et je connais bon nombre d'églises de la région et je les apprécie et j'aime y pénétrer. Oui, j'aime être dans ces églises. Le facteur d'orgue quitte les routes de la Marne pour rejoindre celle du département de l'Aube. En moins d'une heure de voiture, le paysage change. Au bocage succède maintenant la forêt. La forêt de Chaours, à cette saison, regardez, avec ces verdures toutes fraîches de printemps, là, c'est tout beau. Si vous venez en automne, les couleurs sont très nettement différentes. L'église Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XIIe siècle, est l'une des plus anciennes de Champagne. Sa statuaire médiévale est reconnue comme l'une des plus importantes de France. On a dans les chapelles, on a ici au-dessus du sépulcre, tout en pierre, tout polychrome. C'est unique. Il y en a plus de 60 dans l'église. C'est un grand bonheur que d'avoir de tels ouvrages sous les yeux. Le véritable trésor de Saint-Jean-Baptiste se situe à gauche du chœur, dissimulé derrière ses boiseries. Il faut descendre quelques marches pour accéder à ce chef-d'œuvre de la sculpture champenoise. C'est une mise au tombeau du Christ. Son auteur, anonyme, est désigné sous le nom de Maître de Chaours. La particularité de l'ensemble, c'est qu'en fait, les ouvertures naturelles ont été aussi ouvertes pour que la lumière du jour éclaire les visages des 7 personnages, quelle que soit l'heure de la journée et quelle que soit la saison de l'année. Et par contre, le visage du Christ, lui, est toujours dans l'ombre. C'est quand même des édifices et des œuvres d'art qui portent quand même à la méditation et à la beauté. L'autre merveille de Saint-Jean-Baptiste, c'est cet orgue baroque. Un objet unique, construit en 1696. Il est classé à l'inventaire des monuments historiques. Laurent est attendu par le titulaire de l'instrument, Géraud Guillemot.
La machinerie de l'orgue est placée derrière le clavier. Il y a même un éclairage. C'est fragile un instrument comme celui-ci? Très. Ça varie en fonction de la température. Donc, et puis ça ne varie pas de la même façon d'un tuyau à l'autre. Vous avez vu qu'il y a un tuyau par note, hein, et une rangée de tuyaux par sonorité. Donc un orgue comme ça, il doit en avoir 2400 à la truelle. Donc, alors on n'accorde pas les 2400 avant chaque concert, mais on accorde ce qu'on appelle les jeux d'ange, qui sont les plus fragiles. Parce qu'il y a différents matériaux là-dedans. Il y a du bois, il y a du cuivre, il y a du plomb, il y a de l'étain. Ça ne varie pas tout de la même façon. De toute façon, chaque orgue est particulier. Chaque orgue est une individualité, donc il y a systématiquement à apprendre dans chaque instrument. Pour la mise en harmonie des tuyaux, Laurent Pley va passer 4 heures au chevet de l'instrument. À quelques kilomètres au nord de Chaours se dévoile un autre ensemble architectural rare en France, les églises à pans de bois. Elles sont 15 à ponctuer le bocage champenois, comme ici à l'Antille. Édifiée au début du XVIe siècle, Saint-Jacques et Saint-Philippe est considérée comme la plus typique des églises à pans de bois de Champagne. Plus au nord, dans le pays du Der, au cœur du village de Longuesol, s'élève la plus emblématique de ces petites églises qui ont été rénovées à partir des années 50. Elle se distingue par sa toiture à 2 niveaux. Le monument a été récemment restauré. Des charpentiers ont démonté la voûte de plâtre qui dissimulait ces poutres du XVIe siècle. Ils ont ainsi mis au jour la remarquable ossature en bois de l'édifice. Maître charpentier, Jean-Louis Valentin a participé à la restauration. Alors là, il faut s'imaginer, quand on arrive dans cette église, l'ensemble des plafonds était au niveau droit de la hauteur des poutres. Là. On ne voyait absolument rien, quoi. C'est un trésor de géométrie, d'architecture, de connaissance de l'art du trait, des voûtes. Et en plus, on sait faire les raccords. Enfin, je veux dire, la croisée ici, elle est magique. Regardez le poinçon, regardez comment ça rayonne autour. Il suffit de lever les yeux. Compagnon du devoir, Jean-Louis Valentin se bat pour la reconnaissance de ce patrimoine médiéval et la mise en valeur de cette architecture unique. Ça fait près de 30 ans, 40 ans que je cherche à faire prendre conscience à mes contemporains de l'intérêt de ce patrimoine, en quelque sorte. Voilà, des beaux petits villages dans les creux de vallée, comme ça, c'est assez extraordinaire. Jean-Louis se dirige vers Troyes, joyau de l'architecture médiévale française. La capitale des comtes de Champagne est l'une des rares villes de la région à avoir échappé aux nombreuses destructions. Bâti autour de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, le centre historique est particulièrement préservé. Les arrière-cours de la cité sont un livre ouvert sur les architectures du Moyen-Âge et de la Renaissance. Jean-Louis nous fait découvrir celle qu'il considère comme la plus belle. Nous sommes à l'hôtel du Lion Noir. C'est un petit lieu secret. On est ici dans un immeuble en pan de bois, tout est en bois. C'est sur 2 étages où on voit à profusion le retour à l'antique, les colonnes grecques engagées, à cannelure d'ailleurs, plutôt corinthienne que dorique et ionique. La sculpture ici est magnifique, enfin c'est remarquable pour ce début de Renaissance ici à Troyes. Voilà.
L'élément le plus remarquable de cet hôtel particulier, c'est cet escalier d'angle fabriqué d'un seul tenant. Alors voilà, on retrouve aussi l'encastrement de la rampe pour monter l'escalier, sculpté, enfin creusé dans le bois, quoi. Ça, c'est typique de la Renaissance. Donc ce fût-là, pareil, avec le même travail qu'on a découvert en dessous ici, dans la masse, on taille le bois et on va faire la colonne de l'escalier. C'est à l'occasion d'un changement de propriétaire et après plusieurs mois de restauration que ces murs sont réapparus. Côté rue, les façades racontent également l'histoire de la cité médiévale. En 1964, Troyes est la 5e ville française à créer un secteur sauvegardé. Aujourd'hui, les maisons à pans de bois représentent 90% des immeubles du cœur historique de la cité. Le regard, à savoir ce que c'est qu'une baie à meneaux. Cette ville, Jean-Louis l'a fait découvrir une fois par mois à de futurs compagnons charpentiers. Là, maintenant, on se dirige Tout commence vers la ville. rue de l'Arrivet, où il leur fait contempler les marques laissées par des artisans de la Renaissance. Ici. Comment on sait que c'est un pan de bois de cette époque-là, du 16e? Eh bien, on voit les traces de sciage sur le bois par eux-mêmes. Oui. Et puis, quand on commence à scier depuis l'autre côté, il y a un moment où ça fend. Oui. Clac. Et ça, c'est la trace. Ici, qui est bien apparente. Là, elle est bien apparente, la trace de rupture. À l'extrémité de la même rue, ce sont des sculptures en bois que Jean-Louis a rénovées. Regardez par exemple la grimace que fait cet homme-là, sur lequel on voit les feuilles de chêne. Ce sont des sylphes, c'est-à-dire les gens qui vivaient dans la forêt. Et les charpentiers les ont sculptés en bout des poutres parce qu'ils avaient affaire à eux. Ça, c'est les bûcherons, si vous voulez. Regardez-le bien, prenez votre temps. Il ferait quasiment peur, alors qu'en réalité, c'est un brave homme. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui va vous accueillir dans la forêt, qui va même vous protéger, vous aider à en sortir. Vous voyez? C'est figuratif, mais c'est simple. Hein? Le gars qui tapait là-dedans, il y va à la gouge, et quelque chose comme ça, on le sort en 1h30, 2 heures maximum. Ça paraît compliqué comme ça, mais une fois que vous allez passer par l'enseignement de taper à la gouge, vous allez sortir ça en un rien de temps, quoi. Le maître charpentier emmène maintenant ses élèves vers l'un de ses tout premiers chantiers de restauration. Un trésor de l'architecture Renaissance, la cour du Mortier d'Or. Au Moyen-Âge, ce quartier était réservé aux apothicaires. Alors c'est un lieu qui n'est pas banal parce qu'il vous protège du tumulte de l'extérieur. Et là, c'est un endroit où on est humainement en sécurité. On va se croiser, on va se rencontrer, on va pouvoir se connaître. Sur 3 niveaux, cette cour carrée permet de découvrir l'arrière des maisons à pans de bois avec leurs coursives. Entre 1979 et 1981, tout a été restauré par Jean-Louis et ses compagnons. Les pans de bois ont été démontés, nettoyés, puis remontés avec la même technique que les ouvriers de l'époque. Pour terminer son cours, Jean-Louis leur fait découvrir l'une des plus anciennes rues de Troyes, percée au XIIIe siècle, la ruelle des Chats. Ce qui fait la particularité de cette rue, c'est l'étaiement qu'il y a entre les maisons. Ça permet aux chats de passer d'une maison à une autre sans descendre en bas. C'est des sortes de passerelles pour eux. Voilà. Ils sortent, hop, ils se promènent là-dessus et puis ils rentrent dans les autres maisons. Cette rue a conservé son sol pavé d'origine. Le fait que ce soit creusé au milieu, c'est l'origine de toutes les rues. Vous jetez ce que vous n'avez pas mangé dehors, celui qui va faire le milieu de la rue, c'est le cochon. Et à chaque averse, c'est nettoyé, quoi. Et la rue va se creuser naturellement. Depuis, on les a pavés et on appelait tenir le haut du pavé de marcher sur les bords par rapport au centre qui était boueux. Voilà. Ça vient de là. Ça vient de là. Tenir le haut du pavé vient de la forme médiévale des rues.
3 marque la limite de la Champagne crayeuse et de la Champagne humide. À 15 km à l'est de la cité, la plaine est coupée par un long ruban d'eau. Un canal imaginé dans les années 60. Désormais, 180 mètres cubes d'eau par seconde pourront être détournés du lit de la Seine en amont de Troyes. Le trop-plein dû aux crues d'hiver et de printemps ira remplir un vaste réservoir aménagé à une quinzaine de kilomètres à l'est de la ville. Pour arriver à ce résultat, les travaux ont duré 6 ans. Un canal de 12 km a été creusé. Pour acheminer l'eau par simple gravitation, on lui a fait franchir les collines par des galeries souterraines. Ce chantier titanesque est une dérivation de la Seine. Elle aboutit à 3 lacs réservoirs dans la forêt d'Orient qui couvre 5000 hectares. Ils permettent d'endiguer les effets des inondations et maintiennent le niveau d'eau dans le fleuve qui alimente Paris et sa banlieue. Au fil des années, ces espaces artificiels se sont transformés en un écosystème unique, fruit de la nature et des hommes. Couvert de forêts et de bois, ce gigantesque espace est aussi depuis 1970 un parc naturel régional de 82 000 hectares. Au fil du temps, ce territoire protégé est devenu une halte pour les oiseaux migrateurs. Ce sanctuaire est aussi le refuge de nombreux autres animaux sauvages. Au printemps, les compagnies de sangliers quittent la forêt. Les jeunes laits sont suivis par leur progéniture, une dizaine de marcassins. Des jeunes sangliers dont les agents de la réserve naturelle connaissent bien les habitudes. 7 heures du matin, sur le lac du Temple, 2 gardes sont à pied d'œuvre. À faire le tour en rasant les roselières du bout. Là. Ils veulent comptabiliser les hérons pourprés. Nous sommes au début du printemps, c'est l'époque de la nidification, le meilleur moment pour les observer. Plusieurs couples nichent sur le lac depuis 3 ans. Oh, il y a une trouée là-bas, on rejoint après. Ce grand oiseau migrateur est une espèce protégée en France. Il joue le mimétisme à fond là. Il fait celui qui croit qu'on l'a pas vu. Ça, c'est une espèce emblématique et rare. Hop, ça vient de décoller là. Sur le lac, les hérons jouent un rôle écologique majeur. Ils se nourrissent de poissons et de batraciens et contribuent à la régulation naturelle des populations. Plus loin, là, il pose. Ils en repèrent un autre. Bouge pas, bouge pas. Ah, il y a un gros là. Gros là. Les inventaires ornithologiques sont toute l'année. Parce qu'on a le passage des oiseaux migrateurs, on a les oiseaux hivernants. Et puis donc en ce moment, au printemps, tous les oiseaux nicheurs. Ah, c'est un boulot super intéressant parce que ça change au fil des saisons. C'est jamais pareil. Le lac, il change aussi. Hein. Les paysages changent et on s'en passe pas, quoi. Chaque année, les lacs de la réserve de la forêt d'Orient sont également une escale incontournable pour les grues cendrées dans leur migration entre l'Europe du Nord et l'Espagne. En colonie, elles se regroupent sur les berges du lac qui leur servent de dortoir. Cette année, les 2 ornithologues ont dénombré 40 000 couples. Toujours aux aguets, les 2 naturalistes poursuivent leur inspection.
Ils veulent maintenant observer les nids d'un des plus gros oiseaux volants au monde, le cygne tuberculé. Il y a combien des œufs là? 5. 5? Ouais. Ils sont froids. Un œuf froid, probablement un nid abandonné, sinon je ne me permettrais pas de tripoter les œufs comme ça. Elle construit son nid avec des morceaux de roseaux qui nous entourent. Et c'est un nid qui est plus ou moins flottant et ancré sur la végétation. Et là, ce qui s'est probablement passé, il y a eu un coup d'orage, un coup de vent. Et c'est un nid qui a dû prendre l'eau et puis il a été abandonné. Enfin, c'est une hypothèse, mais c'est probablement ça. Voilà, ça arrive. Ça fait partie des aléas de la reproduction des oiseaux aquatiques. Un peu plus loin, un autre nid de cygne, renversé cette fois. Les œufs sont au fond de l'eau. Là, bon, c'est pas très grave pour l'espèce parce que le couple va certainement reconstruire ailleurs. Mais la première nichée, en tout cas, est condamnée. Ça bouge beaucoup là-bas, j'entends. Les fous, on va les voir? On y va. Les deux ornithologues sont attirés par des chants dans la roselière. En ce début de printemps, ces hautes herbes servent d'abri et de nid aux espèces plus petites. Elles y dissimulent leur progéniture. Les deux hommes savent reconnaître chaque espèce à leur chant. Ils travaillent à l'oreille. Il y a un foulque devant. Premier cri, celui d'un foulque, un petit palmipède au plumage noir. Dans des milieux assez denses comme ça, les oiseaux sont planqués. Et donc, en fait, ils se manifestent plutôt de manière sonore. Les oiseaux sont des bons indicateurs de l'état de santé des milieux artificiels renaturalisés. Donc ici, cette année, compte tenu des niveaux d'eau, c'est un bon chiffre. On va s'arrêter là, puis je vais noter là. Thierry et Stéphane continuent leur surveillance. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, chevalier guignette? Là, c'est pas une poule d'eau à gauche? Non, c'était un grèbe. Un grèbe? Ouais. Grèbe. Le brouillon des roseaux. J'ai la foule qui est démarrée derrière. Il y avait un nid que j'ai pas vu. Un autre coucou. D'année en année, en parcourant les trois lacs, les deux gardes observent la richesse d'une faune et d'une flore de mieux en mieux préservées. On a l'impression que ça a toujours été là. On peut dire que la nature a cicatrisé les travaux titanesques qui ont été réalisés sur ces lacs réservoirs. Le parc naturel régional de la forêt d'Orient, c'est aussi 23 000 hectares de bois et de forêts. C'est le territoire des cerfs et des chevreuils. Dans cette forêt, à l'automne, la période du brame est une bonne occasion pour les observer. Chaque fin de journée, les hardes sortent des bois. Thierry et Stéphane en profitent pour effectuer un comptage. Les deux gardes s'enfoncent dans le bois de Charlieu. 10 minutes de marche, quand soudain, ils se dirigent vers le lieu présumé du brame. Les cerfs profitent du bas niveau de l'eau à cette époque de l'année pour occuper des plages de limon et de sable. Le cerf, il est gros derrière. Il arrive à droite.
Oula, très gros cerf. Ça bouge, ça bouge. Ça sort là, Thierry. Oui, Thierry. Les biches qui sortent. Il y a de l'herbe qui sort. La place de Bram est défendue par un cerf dominant qui regroupe les femelles, le maximum de femelles, qu'il va couvrir pendant la période de reproduction. Elles ne sont pas toutes en chaleur en même temps. Et il va donc attirer un maximum de femelles et défendre cette place de Bram vis-à-vis des cerfs périphériques concurrents. Aux provocations sonores succèdent de brefs combats, durant lesquels les bois des animaux s'entrechoquent. Ils vont se battre là, ils se battent. Il peut y avoir affrontement, bagarre, mais le plus souvent, c'est le bluff un peu qui prédomine, c'est-à-dire celui qui brame le plus fort, qui se fait le plus costaud, et les petits jeunes autour s'y frottent pas trop. Mais parfois, il y en a qui veulent prendre la place du seigneur de la place de Bram. Et là, il y a affrontement qui peut parfois entraîner des blessures, des cerfs éclopés, des bois qui se brisent, ça arrive, parce que c'est très, comment dire, convenu, mais ça peut être très violent. À votre sens, ils vous ont pas repéré là? On est à bon vent, on est assez loin, on est bien planqué derrière la végétation. Et si vous ne bougez pas, s'ils ne nous sentent pas, ils n'ont aucune raison de se douter de votre présence. Il n'y a que l'homme en fait qui se tient debout. Donc pour eux, c'est voilà, ils voient un piquet debout et ça leur rappelle l'homme, donc ils en ont peur. Le seul fait de s'asseoir ou de s'accroupir, tout de suite ils ne reconnaissent pas l'homme, mais ils sont même curieux. Quelquefois, c'est eux qui s'approchent vers nous. Parce que voilà, ils voient quelque chose d'anormal dans le paysage. Donc en fait, pour voir les animaux, quelquefois, il faut s'accroupir et c'est les animaux qui viennent à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 10. T'as 12 biches, t'as 6 enfants. Nous, le brame, c'est une transition dans les saisons. C'est le brame, c'est une période particulière. C'est les changements de lumière, les changements de couleur. Donc voilà, c'est la vie de la nature qui avance avec ses rythmes particuliers. Cet espace singulier, entre lacs et forêts, est devenu, 50 ans après sa création, l'un des plus grands refuges naturels de l'Est de la France. Nous quittons l'Aube, le sud de la Champagne, cap au nord de la région, pour rejoindre le département des Ardennes. Je me mets en virage, d'accord? D'accord. Et on prend le cap 0,75. Nous retrouvons les deux géologues de l'Université de Reims, Christophe Larocque et Gilles Fronteau. Ils ont repris les airs pour décrypter les paysages des Ardennes. On est encore dans la Champagne crayeuse, mais là, administrativement, on est dans le département des Ardennes. Même si on va arriver là sur le sud des Ardennes, c'est encore la Champagne, au point de vue géologique, au niveau agriculture. Donc là, on a vraiment, il y a un petit décalage entre le découpage administratif et le découpage géologique.
Et le changement géologique, il se fera juste un peu après, quand on aura dépassé Rethel. Alors, 1400 pieds, 2000 pieds, c'est vrai. Les deux scientifiques prennent maintenant la direction du nord. Ils survolent au passage le village d'Asfeld. Avec son église baroque à l'architecture singulière. Ses murs ne présentent aucune ligne droite. Saint-Didier reproduit fidèlement la forme d'un instrument de musique, une viole de gambe. Cet édifice en briques fut commandé en 1683 par le président du Parlement de Paris, en complément de son château, aujourd'hui disparu. Les vallées se voient à peine. Là, on vient de traverser deux vallées, on vient de recouper deux vallées. On les a à peine vues dans le paysage. Elles sont à part matérialisées par la forêt, par les bois. Sinon, dans le relief, là, les vallées sont tellement plates qu'en fait, on les distingue vraiment à peine, quoi. L'équipage suit le cours de l'Aisne. Longue de 300 km, la rivière traverse le département des Ardennes d'est en ouest. Il survole maintenant la plaine agricole de Rethel. La zone est réputée pour être un couloir de vent. Sur le mont des Quatre Faux, à la sortie de la ville, est érigée une quarantaine d'éoliennes. Là, il n'y a quasiment pas de vent et on voit qu'elle tourne quand même. Dès que le vent se lève un peu, on a effectivement une production d'électricité qui est en train de se développer depuis une dizaine d'années. Là, c'est notamment parce qu'on n'a rien qui fait obstacle au vent. On va prendre le cap sur Mouzon maintenant. Oui, après, on va obliquer un petit peu. Gilles et Christophe abandonnent le sud du département et obliquent à présent vers l'est. Ils atteignent les premiers massifs forestiers de l'Ardenne. Là, on voit le changement de paysage qui est vraiment en train de se faire. Là. Les vallées se creusent. On voit des bois un voilà. peu partout. On voit que les champs sont beaucoup plus découpés, beaucoup plus petits. Et donc là, on est dans les crêtes pré-ardennaises déjà. Toujours en direction du nord-est, l'avion longe maintenant la Meuse. Elle a dessiné les paysages du nord de cette région en taillant sa route dans le schiste. Cette rivière marque l'identité des Ardennes. Les deux géologues continuent leur montée vers le nord. Alors sur le relief, un petit peu plus de turbulence, hein, ça bouge un peu. Là maintenant, on est dans le massif ardennais avec la Meuse qui va commencer à faire des tours et des détours. Cette montagne très ancienne, qui culmine à 694 mètres, était à l'origine comparable aux Alpes. Usée par des millions d'années d'érosion, elle est aujourd'hui recouverte par ses forêts. La Meuse bute sur les contreforts de cet ancien massif montagneux et dessine de gigantesques boucles. En fait, cette chaîne de montagnes est très ancienne. Elle s'est formée
à l'époque que les géologues appellent l'Hercynien, c'est-à-dire il y a 350-300 millions d'années. Si on peut aller survoler le méandre de Monthermé, ouais, on y va, d'accord. Ça serait bien ça. Ce site raconte comment, au cours des siècles, les hommes se sont installés sur les berges du fleuve, à l'abri des montagnes. Dans pratiquement tous ces méandres, il y a une petite cité qui s'est installée, en général sur les terrasses alluviales. On voit très bien la façon dont l'homme a utilisé le travail de la rivière. Donc on a au sein de cette rivière qui est encaissée des zones plates qui sont utilisables pour installer les villes. Quelques kilomètres plus au nord, une autre cité, Fumay. Depuis le XIIe siècle, elle est renommée pour ses carrières d'ardoises. Des ardoises que l'on retrouve sur tous les toits des Ardennes. Le méandre de Fumay est la plus spectaculaire des boucles de la Meuse, avec sa forme de presqu'île. Gilles et Christophe abandonnent durant quelques minutes la Meuse pour rejoindre la vallée de la Jonquière. Ils veulent survoler le château de Hierges. Posé sur son éperon rocheux, ce site raconte plus de 1000 ans de l'histoire ardennaise aux portes de la Belgique. Aujourd'hui, le château est l'unique exemple de l'architecture Renaissance en Ardennes. Les deux scientifiques retrouvent maintenant le fil du fleuve, direction plein nord. Ils s'approchent de Givet. Là, on a un des passages où la Meuse est quasi rectiligne. Là. Ça, c'est une des zones un peu exceptionnelles comparé à ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez qu'il y a très peu de méandres. Alors pourquoi? Probablement parce qu'on change de domaine géologique. On va arriver vers Givet. La nature des roches est beaucoup plus tendre. Du coup, la rivière a tiré plus droit. Ça a été plus facile pour elle de trouver son chemin. Juste après les falaises, s'élève le fort de Charlemont. L'histoire de ce monument est liée aux guerres franco-espagnoles. Cette fortification fut commandée par Charles Quint en 1555. Un siècle plus tard, elle devient française. Louis XIV fait appel à Vauban pour renforcer les défenses de la forteresse. Celle-ci domine toujours Givet, la dernière ville française avant la Belgique. À 5 km de la frontière, Christophe et Gilles terminent leur périple au-dessus des Ardennes. Bordés au nord par la frontière avec la Belgique, les Ardennes est le plus petit des 4 départements qui forment la région. Au pied du massif, Charleville-Mézières. La cité doit son nom à la fusion de 2 villes qui se faisaient face sur les 2 rives de la Meuse. Réunies en 1966, chacune a pourtant conservé son identité. Il y a Mézières, la médiévale, avec ses remparts au pied de la basilique Notre-Dame. De l'autre côté du fleuve, Charleville déploie ses rues en damier
autour d'un joyau architectural du XVIIe siècle, la place Ducale. Édifiée en 1606, ses dimensions sont exceptionnelles, 126 mètres de long sur 90 de large. Bâti au cœur de la ville, cet espace fut conçu par un jeune architecte de 25 ans, Clément Mettezeau, le frère du créateur de la place des Vosges à Paris. Comme sa grande sœur, autour de la place Ducale s'alignent 24 pavillons de 3 étages, percés de fenêtres. Des bâtiments qui marient le rouge de la brique au bleu des ardoises et à l'ocre de la pierre. Emmanuel Fleury et François Allard sont architectes et guides de la ville. Ensemble, depuis 2 ans, ils travaillent à la restauration du beffroi qui surplombe la mairie au nord-ouest de la place Ducale. La réhabilitation de la partie haute est maintenant terminée. Dans quelques semaines, le public, en empruntant cet escalier, pourra découvrir ce chef-d'œuvre de l'art baroque. Ici, on voit très clairement le plan de la ville. On voit la vieille ville de Mézières dans la perspective. Et là, à partir d'ici, on peut expliquer vraiment toute l'histoire de la ville. Cette place est la volonté d'un homme, un prince italien, Charles de Gonzague, duc de Nevers et neveu d'Henri IV. Sur un marais asséché, il fonde cette nouvelle cité qui porte son nom, Charleville. Les premiers coups de pioche sont donnés en 1606 et les travaux durent 20 ans. Charles de Gonzague imagine à peu près tout, les industries, les commerces et même les lieux de culte. Toute la vie de sa cité est organisée autour de la place Ducale. Une place qui est conçue à la gloire du prince et cet ensemble de pavillons, c'est vraiment l'écrin du palais. Il n'a pas été simple acteur de la construction de sa ville, il a été maître d'œuvre aussi. Par exemple, pour les toits, Gonzague, lui, dans un souci esthétique, il avait souhaité que les toits fassent au moins un tiers de la hauteur totale des bâtiments. Et ça, c'est lui qui l'a dicté. Pourquoi ? Il participe aux travaux, il donne le ton, parce qu'il a visité Florence, parce qu'il a déjà, même s'il est très jeune, il a 26 ans, il a déjà des idées bien conçues de ce que sera sa ville et sa ville idéale. Parallèlement aux travaux, Charles de Gonzague va viser sa politique de peuplement, parce qu'il va attirer les marchands, donc il va user du statut de principauté. Et donc il va attirer les marchands en leur distribuant des avantages, artisans, ouvriers. Et le premier d'ailleurs marchand de la place Ducale, c'est un tapissier bruxellois qui va ramener avec sa famille et va lui offrir gratuitement les pavillons pendant 10 ans. Il ne paiera pas de loyer. Il va attirer tous ces marchands avec des avantages et va faire de Charleville un Eldorado économique. Emmanuel Fleury a un autre projet de restauration. À Mézières, la ville au riche passé militaire, dont le nom signifie muraille en vieux français. Il a lancé la restauration d'un rempart élevé au XVIe siècle. En 1590, le maréchal de Saint-Paul entreprend la construction d'une citadelle. La tour du roi en est la partie la mieux préservée. Le chantier de restauration a été confié à une association d'insertion. En 2 ans, l'ancienne tour a été totalement transformée. Bonjour Emmanuel. Plusieurs pièces ont été dégagées, comme cette salle voûtée d'une trentaine de mètres de long, avec des murs de 7 mètres d'épaisseur. L'association forme une dizaine de maçons et de tailleurs de pierre. Celle-ci, au centre, tu l'axes bien par rapport. On puisse avoir un bon calpinage. Il travaille cette pierre ardennaise à la couleur ocre jaune. Vas-y, celle-ci sur ta droite.
c'est Laurent qui dirige la formation. On en tremble parfois parce que la pierre qu'on a touchée, qu'on modifie, les joints qu'on retape, on sait que la personne qui est passée avant nous, il y a 300-400 ans que ça a été fait. Donc il y a une mémoire, on touche la mémoire, on touche l'histoire, on touche une méthode. C'est-à-dire que, par contre, il ne faut pas travailler comme un maçon traditionnel. C'est bien. Bon, on fait un tour sur l'extérieur pour voir un peu... Bâtie sur 2 niveaux, la tour du Roi débouche sur un petit souterrain menant à un bras de la Meuse. Un passage qu'Emmanuel veut aménager. Une sorte de sortie de secours, tu vois, s'il y avait besoin. C'est le challenge, de rendre accessibles ces espaces et puis de faire partager ces lieux au plus grand nombre, quoi, qu'on puisse vraiment redécouvrir ça, puisqu'on a vraiment une tour qui est assez importante. C'est une belle tour d'artillerie du 16e. Si tout va bien, la tour du Roi sera ouverte au public dans quelques mois. À la périphérie de la ville, Emmanuel se passionne pour un autre patrimoine. La rotonde ferroviaire de Mohon, un de ces ateliers circulaires qui ont servi jusqu'au début des années 2000. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques, c'est une gigantesque cathédrale de verre et d'acier de près de 40 mètres de diamètre. Un chef-d'œuvre de l'architecture industrielle édifié en 1906. Des bénévoles font encore fonctionner ce pont tournant, une merveille technologique pour l'époque. Cette locomotive à vapeur fait partie de leur collection. Le pont permet encore d'orienter ces machines de plus de 100 tonnes. Elles pouvaient être révisées et nettoyées sur les 16 voies protégées qui partent en étoile. Les amis de Mohon ont fait appel à l'architecte pour tenter de restaurer et d'ouvrir la rotonde au public. On n'a pas besoin d'être architecte ici pour sentir qu'il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose d'un petit peu magique, d'étonnant. On se demande comment ça tient, on est étonné par les dimensions du lieu, par cette majesté. Cet espace, il a longtemps été refermé sur lui-même puisque c'était un espace industriel dans lequel on ne pouvait pas rentrer et qui n'était pas ouvert sur la ville. Aujourd'hui, il y a un vrai défi, il faut réouvrir ce lieu sur la ville. La rotonde de Mohon fait partie de l'histoire de Charleville-Mézières, à l'époque où la cité était un nœud ferroviaire important dans l'est de la France. Les trains de marchandises passaient par ici pour transporter le minerai. Dans les années 50, ils étaient plus de 800 cheminots à travailler sous ces verrières. Je pense que l'architecture, c'est fait pour être vécu, ressenti. Moi, c'est un lieu qui me parle, c'est un lieu qui me fait aussi rêver, parce qu'il y a tout ce passé ferroviaire. T'as une émotion quand tu rentres dans un lieu comme ça, moi je trouve, c'est vraiment assez fabuleux, quoi. Les 80 bénévoles de l'association préservent des pièces rares, comme cette 150 P13, une locomotive à vapeur construite en 1941. Elle a roulé jusqu'en 1967. Ou encore ce Decauville, un autorail destiné aux lignes de montagne. Elles avaient aussi une puissance extraordinaire, ces machines. Cette bébé tirait des trains de minerai. Avec sa cabine centrale, les cheminots la surnommaient le fer à repasser. Alors là, tu vois, là on a une petite voiture voyageur. Un peu à l'écart, le président de l'association fait découvrir à Emmanuel cette très rare voiture de 3e classe. Et elle est assez exceptionnelle. Cette voiture qui est de 1899, donc avant 1900, c'était une voiture pour la première fois avec du chauffage et pour la première fois avec des toilettes, ce qui était assez exceptionnel à l'époque. Alors regarde, ils avaient fait des grands marchepieds parce que pour aller aux toilettes d'un côté ou de l'autre, ils passaient par le marchepied, quoi. Ah oui. Pas en roulant, bien entendu. C'est une belle voiture voyageur.
Direction enfin le Val-de-Bar, la région la plus secrète des Ardennes. Pour l'atteindre, il faut longer le canal de l'Ardenne en direction des crêtes préardennaises. Il faut ensuite franchir le bois de la Cassine. Ici se dévoile enfin un paysage de bocage qui, avec ses nombreuses fermes, donne à ce terroir agricole des airs de Normandie. Au milieu des pâturages, 2 photographes attendent avec impatience de décoller avec leur ULM. Depuis plusieurs heures, la brume leur interdit de prendre l'air. Non, oui, c'est bon. Voilà, j'ai entendu le moteur roter. Je peux contrôler le niveau d'huile. Là, vous êtes prêt à partir ou pas? Là, on attend encore peut-être que le voile passe un petit peu pour profiter vraiment. Parce que je pense qu'avec les prévisions qu'on a eues, plus on attend et mieux c'est en fait. Si on part trop tôt, après on aurait dû attendre, quoi. Il faut vraiment doser son timing pour être au bon endroit au bon moment, hein, pour faire la bonne photo. Les derniers bancs de brume se sont dissipés. Le duo peut enfin décoller pour une série de photos consacrées aux plus beaux sites de la région. Alors on va se faire un passage sur la ferme. Regarde la belle ferme. Avec la barre qui passe au pied en fait. Regarde le petit pont. Regarde la barre, Christian. Ah, la jolie barre. Regarde le joli W que ça fait. Ah oui. W. Il survole d'abord la Barre, la petite rivière qui donne son nom à la vallée. Sur une 60aine de kilomètres, cet affluent de la Meuse dessine des dizaines de méandres dans ce paysage de bocage. La ferme à Barre, toujours. Là, j'adore. On lasse pas. Ça me plaira toujours autant. Les 2 photographes prennent de la hauteur. Ils veulent maintenant faire des clichés d'un monument au cœur de la forêt du Mont-Dieu. On va tomber sur une petite clairière en fait. En fait, il y a les restes d'une ancienne chartreuse. François et Christian recherchent le meilleur angle de prise de vue. On va essayer de tourner autour en faisant un virage à gauche, en restant à cette altitude-là et on descendra au fur et à mesure, par palier. Au milieu d'une trouée de 12 hectares apparaît la Chartreuse du Mont-Dieu. Fondée en 1132, ce fut la première bâtie en France. Je trouve ça superbe, surtout là, ça a des couleurs. Brusquement, à une trentaine de mètres au-dessus de la forêt, les 2 photographes sont confrontés à de brusques turbulences. Bien, là, bon. Ça rentre, ça. L'ULM doit prendre de l'altitude. Dès qu'il a stabilisé sa machine, François peut prendre une photo de la Chartreuse. Un peu plus loin, toujours au-dessus de la forêt, il se dirige vers un autre édifice. Le château de Maison-Rouge. Sous Napoléon III, une riche famille alsacienne rachète ce domaine de 600 hectares. Elle rase les ruines d'un ancien château pour se faire édifier ce monument de plus de 60 pièces, avec le projet d'en faire une immense réserve de cervidés.
Les deux hommes quittent maintenant la forêt du sud de l'Ardenne pour atteindre le lac de Béron, la plage de Charleville-Mézières. Ici, à 35 km de la place du Cal, on vient se baigner en famille. Bon, il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau. Le lac de Béron sert à l'alimentation du canal des Ardennes. Un ouvrage d'art que François et Christian rejoignent en quelques minutes. Ah, ici c'est calme. Le canal a été édifié sous Louis-Philippe. Long de 106 km, il relie la Meuse à l'Aisne. Voilà. On va passer à gauche du port. Ici, jusque dans les années 60, passaient les grandes péniches de minerais sur leur trajet entre la Lorraine et les sites sidérurgiques de Belgique. Le canal marque la fin du Val-de-Bar. À la sortie du bois de la Marlée, apparaît Sedan. Avec en son cœur le plus grand château fort d'Europe. Édifié en 1424 par les princes de Sedan, cette résidence royale est aussi un site stratégique à la frontière avec les Flandres. Un siècle et demi aura été nécessaire pour construire cet édifice unique. Dominant cette région qui a connu tous les grands conflits, ce monument fut agrandi et renforcé au cours de son histoire. Son enceinte, depuis le XVe siècle, accueille des milliers de soldats, protégés par d'impressionnantes murailles de plus de 7 mètres de large. Domaine militaire durant plus de 300 ans, le fort est aujourd'hui un musée et un hôtel. Après Sedan, les deux photographes se dirigent vers le site emblématique des Ardennes, Rocroi. Cette ville fortifiée reprend un plan en forme d'étoile à 10 branches, la marque de Vauban. Au XVIIe siècle, l'architecte militaire a créé ici une immense enceinte et des casernements. La cité doit protéger le royaume de France contre les attaques venues du nord et de l'est. Depuis la place principale, 10 rues conduisent au rempart. C'est vu d'en haut que l'on prend toute la mesure du site. Les deux photographes mettent ensuite le cap à l'est, direction le rocher des 4 Fils Émaux. La vallée de la Meuse, elle est pile en face là-bas. On prend quelques turbulences. Ah ben ça risque de bouger un petit peu parce qu'on va rentrer dans le relief de la vallée. Alors, on sent les... Ah, le passage à la vallée, regarde, dès qu'on arrive dans la vallée de la Meuse... C'est pas du tout la même géographie, hein. Tac, ça... Pour atteindre ce site géologique exceptionnel, il faut reprendre de l'altitude. Mais le vent rend l'opération difficile. Ok, c'est bon. Ah, je suis prêt. La réussite du cliché s'avère délicate.
Il faut longer cette crête au plus près pour survoler ces 4 grands blocs de quartz. On est dans les 4 Ficémons, là, on est dessus. Au deuxième passage, les 2 hommes arrivent enfin à photographier ces géants de pierre au-dessus de la Meuse. Demain, Christian et François reprendront les airs pour une nouvelle campagne de photographie, toujours au-dessus des Ardennes.